Il me fait plaisir de vous accueillir pour la 5e édition de la Semaine de prévention du suicide au CHUM, qui comporte cette année 2 jours avec 2 thèmes et 4 conférences. La conférence d'aujourd'hui qui portera sur la psychose et le suicide, et 4 autres conférences qui auront lieu demain sur le suicide en milieu de travail. Vous voyez défiler à l'écran un peu pour économie de temps, là, je ne passerai pas tous les noms, mais vous avez le comité organisateur qui a travaillé là, durant toute l'année d'arrache-pied pour vous offrir les activités qui seront offertes aujourd'hui et demain. On veut remercier également nos commanditaires, particulièrement la Banque nationale, le département des ressources humaines et des affaires juridiques du CHUM, le département de psychiatrie du CHUM, ainsi que l'Association québécoise des infirmiers et infirmières en santé mentale. Quelques petites consignes. Pour ceux qui sont présents, là, les employés du CHUM, s'il vous plaît, il est très important de signer la feuille de présence. Ne pas indiquer dans votre relevé de présence FOR en signant la feuille de présence, là, ça va s'inclure automatiquement. Et vous devez également compléter le formulaire d'évaluation des activités des apprentissages. Pour les professionnels, les gens qui sont hors CHUM et qui veulent là, le certificat de présence ou l'attestation, signez également la feuille de présence. Vous devez également compléter le formulaire d'évaluation de l'activité et la faire parvenir à Dominique Boudreau, c'est-à-dire moi-même, à mon adresse courriel qui paraît en fait là, dans la présentation. Vous nommez les conférences qui auront lieu demain. Demain matin, à 8h15, on aura la chance de voir M. Louis-Francis Fortin qui présentera l'implantation d'un programme de prévention du suicide, des pistes de solutions durables et efficaces. Ensuite, à 12h05, la réintégration professionnelle après une tentative de suicide par M. Francis Roy. Dans l'après-midi, à 14h30, il y aura aussi la postvention en milieu de travail qui sera présentée par Mme Françoise Roy. Et un petit peu plus tard, au mois de février, pour les gens au CHUM, il y aura Mme Nathalie Sanlian, qui est psychologue au CHUM, qui présentera les enjeux liés au suicide, mieux comprendre pour mieux intervenir. Ça se déroulera le 26 février de midi à 13h, ici même à l'amphithéâtre du CHUM. Parfait. Alors, sans plus tarder, parce que je sais qu'il a aussi, c'est très complet, il a une bonne présentation à vous faire. Il me fait plaisir de vous présenter un médecin du CHUM, mais également un collègue là, que je côtoie régulièrement, le docteur Emmanuel Stipp, qui est médecin psychiatre à la Clinique des jeunes adultes psychotiques depuis 2017. Il est professeur titulaire de psychiatrie à l'Université de Montréal, où il a également été directeur du département de 2009 à 2017. Il a complété ses diplômes en médecine, en philosophie et en psychiatrie à l'Université d'Angers en France, ainsi qu'à l'Université de Montréal. Il a une maîtrise en neurosciences de l'Université de Montréal. Il a été titulaire de la chaire de recherche Eli Lilly Canada, recherche en schizophrénie, pendant 10 ans. Il est impliqué en recherche clinique au CHUM. Comme clinicien, il a travaillé en Abitibi à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal avec le Dr Pierre Lalonde au programme des jeunes psychotiques. Il a été clinicien-chercheur au Fonds de recherche du Québec. Il a plusieurs intérêts, dont la neuropsychologie, l'imagerie cérébrale, la pharmacologie et la rémédiation cognitive. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies en lien avec la santé mentale. Il a reçu également plusieurs prix, dont en 2000 le prix de la relève de l'Université de Montréal, en 2009 le Distinguished Fellow of the American Psychiatric Association, en 2012 le Glenhorn Award from the CPA, en 2017 le prix Heinz Lehmann de l'AMPQ pour l'excellence en psychiatrie, et il est membre du conseil d'administration des impatients et de l'Institut Philippe Pinel. Donc, je vous présente le docteur Emmanuel Stipp. Alors, merci d'être présent. Vous me faites un beau cadeau aujourd'hui, parce que c'est mon anniversaire. Alors, je ne pensais pas que j'aurais à faire ça.
une journée pareille, mais je suis content que vous soyez là, puis j'espère que ça ne sera pas trop inutile. Alors, on avait décrit des objectifs d'apprentissage. En fait, mieux connaître la réalité épidémiologique, de voir les différences entre le suicide et la psychose et la population normale. On va aussi, vous allez voir à travers une étude, considérer la stigmatisation par rapport à la psychose comme un facteur de risque pour le suicide ou l'idée suicidaire, puis la plainte cognitive également comme un facteur d'émergence de ces idées. Puis on va essayer de mieux comprendre la nécessité et les procédures des mesures d'hospitalisation, comme la garde préventive, la garde en établissement, etc., parce que ce sont des outils qu'on est à même d'utiliser quand on est en face de quelqu'un qui présente une maladie mentale, et en particulier la psychose et des idées suicidaires, et comment on protège la vie de ce patient. Je dois signaler que je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cet exposé. Alors, je crois qu'on m'avait demandé, parce que pour la validation des crédits, on m'avait demandé de vous poser des questions avant et après. Alors, qu'est-ce que le Styx? Alors, c'est le nom de famille d'un psychiatre, ou c'est un groupe de rock américain que j'ai repéré sur MTV, ou un auto-questionnaire destiné à évaluer les plaintes cognitives chez les personnes atteintes de troubles spectre schizophréniques, ou un modèle dynamique, générique et robuste permettant de simuler le système sol-atmosphère-culture. Les personnes souffrant de schizophrénie sont combien de fois plus à risque de commettre un suicide que la population normale? Alors, 10 à 20 fois, 0 fois, 100 fois ou 1 à 2 fois. Ouais. Quel est le pourcentage de personnes avec une schizophrénie qui développent des idées suicidaires? 10-20%, la moitié, 40 à 80% ou 100%. Vous voyez, ça peut varier aussi selon les études et les devis d'études. Puis en fait, dans les personnes qui ont déjà eu des idées suicidaires, quel est le pourcentage qui ont fait une tentative lorsqu'ils sont psychotiques, et en particulier dans la schizophrénie? 10-20, 30-40, 50-60, 25-50. Et quel est le pourcentage de personnes atteintes de schizophrénie qui décèdent de suicide? Ça, c'est un chiffre qui nous paraît souvent dramatique. 0, 5, 14 à 15%, 20 à 50%. Donc, je ne sais pas si vous avez fait votre petit exercice intellectuel de répondre aux questions. On verra à la fin de l'exposé quelles sont les bonnes réponses. Et enfin, quelles sont les lois qui peuvent protéger un patient suicidaire lorsqu'il est en face de nous dans le système de santé? Les articles 29 et 30 du Code civil, les articles 2 et 3 de la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes, on appelle ça souvent la P338, l'article 779 du Code de procédure civile du Québec, où toutes ces réponses sont bonnes. Alors, on va aborder directement maintenant la question. Alors, d'abord, le fardeau de la suicidalité lorsqu'on est atteint d'une psychose. Alors, on sait, et ça, ce sont des études qui sont variées. On a des chiffres même pour le Québec, parce qu'on a eu des études statistiques avec des questionnaires, et avec des très bons épidémiologistes au Québec pour mesurer l'ampleur du suicide, mais aussi la revue littérature. Alors quand j'ai mis des petits chiffres, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que les références, je les nomme à la fin, et si ça vous intéresse, vous m'enverrez un courriel et je vous enverrai au moins les références des articles, soit pour votre connaissance, soit pour vos devoirs ou des choses comme ça. Alors on pense que environ 5% des patients atteints de schizophrénie se suicident. Donc c'est pas un chiffre négligeable. Lorsque vous avez un caseload de 100 patients, vous savez qu'au bout de certains nombres d'années, vous allez avoir pratiquement 5 patients que vous connaissez, que vous fréquentez, que vous suivez, qui vont malheureusement se suicider. 25 à 50% font une tentative de suicide au cours de leur vie. Ça, c'est un chiffre aussi énorme. Ça veut dire un patient sur 4, des fois la moitié de vos patients vont avoir un comportement suicidaire, un passage à l'acte suicidaire. 10 à 20 fois plus à risque de suicider que dans la population normale. Donc, vous voyez des chiffres quand même qui nous parlent, et on ne peut pas dire que quand on est avec la psychose, on s'écarte des risques de suicide. Au contraire, on s'en rapproche et on multiplie les incidences de beaucoup.
il y en a 40 à 80% qui développent des idées suicidaires, selon certaines études, on les a regroupées ici, et surtout pendant le premier épisode psychotique. Alors il y a beaucoup d'aspects de la présentation aussi qui vont concerner les premiers épisodes psychotiques, parce que c'est aussi un âge, on verra, où il y a une vulnérabilité à l'idée suicidaire et au comportement suicidaire. Les idées suicidaires sont des signes précoces de comportement suicidaire. Là aussi, ça arrive quand même très rarement dans un ciel serein. Il y avait des idées suicidaires auparavant. Alors, on peut penser à la schizophrénie, mais il y a aussi des maladies psychiatriques comme les troubles bipolaires, surtout dans les accès maniaques ou les phases dépressives dans les maladies bipolaires. Et on sait que 8% des hommes et 5% des femmes bipolaires vont se suicider. Donc là aussi, une petite différence de genre, mais une présence également du suicide qui est plus importante que dans la population normale. 10 à 30 fois plus à risque de se suicider. C'est une étude récente qui est référencée à la fin. Et on pense que le risque annuel estimé est de presque 1% par an. Là aussi, c'est pas négligeable. Alors, les facteurs de risque, alors, je les ai résumés par ces petites images. D'abord, c'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, le suicide dans les psychoses. Souvent, c'est lié à la maladie, le type de maladie qui est sous-jacente à la psychose. Donc, et c'est plus important également lorsqu'on a un âge en dessous de 30 ans. Ça ne veut pas dire que quand un patient qui est atteint de schizophrénie, qu'il a 60 ans, on s'écarte du suicide. Il faut être vigilant toute notre vie, toute notre carrière. Mais quand ils sont jeunes, le risque est plus élevé et c'est bien plus élevé. Également, lorsqu'il est sans domicile fixe, quand on pense aussi à tous les itinérants qu'on rencontre, par exemple au programme Jeune Adulte ou au JAP, et bien c'est un risque, l'itinérance ou ne pas avoir de logement fixe, c'est un risque qui augmente pour la suicidalité. Également, lorsque le patient a été hospitalisé et qu'il sort de l'hôpital, donc le fait d'être passé par l'hôpital ou par l'urgence, mais surtout une hospitalisation, augmente le risque de suicide. Alors, c'est pas un effet, c'est pas une cause-effet, mais c'est une relation. Et plusieurs études démontrent que 3 semaines avant la sortie de l'hôpital, souvent, le risque suicidaire est élevé et il y a des pics suicidaires 3 semaines après la fin d'une hospitalisation. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles, depuis 20 ans, je donne souvent un rendez-vous un petit peu avant 3 semaines, lorsqu'il a un congé définitif de l'hôpital. C'est un réflexe, mais c'est basé sur des données comme ça. Comment on peut prévenir cette incidence-là? Ça peut correspondre à plein de processus émotionnels, cognitifs, mais qui sont liés à une après-phase psychotique, une sortie de l'hôpital. D'autres facteurs qui comptent beaucoup également, c'est la consommation d'alcool et de drogue. Alors là, si je vois certains collègues et des équipes qui travaillent avec en toxicomanie, on le sait, et c'est un facteur de risque en épidémiologie. Tous ces facteurs-là augmentent et sont contributifs du taux de suicide plus élevé dans les psychoses. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, mais on pourra aussi se prévoir 10 minutes à la fin pour poser des questions. Mais s'il y a des choses qui manquent de précision, n'hésitez pas à m'appeler. Alors voilà un petit peu une source qui était importante. C'était paru en 2007 dans une bonne revue de littérature et critique synthétique qui montrait les risques de suicide plus élevés chez les patients atteints de schizophrénie. Alors vous voyez qu'il y a même des fois l'âge, bien sûr, la perte d'espoir, la connaissance de la maladie, l'autocritique, la dépression post-psychotique, l'hospitalisation, le stress familial, l'instabilité. Lorsqu'on a un fonctionnement prémorbide, c'est pas un bon signe en tout cas en ce qui concerne le suicide. La perte d'espoir dans le traitement. Si les gens sont célibataires et qui sont atteints de schizophrénie, ils sont plus à risque que ceux qui sont mariés de se suicider.
En tout cas, c'est un bon... Et ça nous questionne parce que c'est ce dont on doit tenir compte lorsqu'on est en face de ces patients, qu'ils soient hospitalisés. On va avoir un espèce de bilan à faire pour évaluer complètement, globalement, le risque suicidaire. Alors, une des études, moi, que je recommande si vous voulez avoir une vue d'ensemble qui est très bien faite, et puis c'est une étude qui se base sur une méta-analyse. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'une méta-analyse, c'est une recherche, mais au lieu de faire sa propre recherche, les auteurs-chercheurs vont prendre toutes les études qui ont été faites, ils prennent toutes les variables, ils les agglomèrent, et pendant cette agglomération, ils vont être capables de calculer après des facteurs, comme s'ils faisaient leur propre étude, avec des sujets qu'ils n'ont pas vus eux-mêmes, mais qui sont issus de la littérature. Alors, il suffit d'avoir 10, 15 études pour pouvoir être capable de faire une méta-analyse, et on a la moyenne, on a la variabilité, et puis on a la période du temps pour laquelle c'est évalué. Et une méta-analyse est actuellement essentielle dans le transfert de savoir. C'est souvent les meilleures synthèses qu'on a et ça influence également les guides de pratique. Alors, je vous recommande ça si un jour vous avez un exposé à faire sur le suicide. C'est une très bonne méta-analyse. Alors, je la détaille un petit peu. Peut-être à droite, c'est pas très visible, mais souvent on parle, vous voyez, de 2349 résumés qu'on a analysés. Il y en a qui sont dupliqués. On est arrivé à 1853 résumés. Et après des éliminations également qui excluent des variables ou des imprécisions, à ce moment-là, on arrive à 233 articles qui ont été lus, examinés, et on va encore exclure parmi ces études des choses qui ne nous permettent pas de faire la méta-analyse. Et on arrive à la fin à presque 100 études, enfin 96 études, c'est-à-dire un bon nombre de patients qui vont nous permettre d'avoir une idée, à partir des études qui ont été faites dans le monde, de ce que c'est que le facteur de risque dans la schizophrénie ou la psychose. Alors vous voyez que c'est intéressant parce que d'emblée, on a 80 000 sujets sur lesquels on a eu ces données-là qui ont été étudiées et on va extraire un savoir à partir de ces connaissances-là. Alors souvent, les variables qui ont été utilisées sont des scores avec des échelles de dépression. Alors, comme vous avez le Hamilton dépression, vous avez le Beck, inventaire de Beck dans la dépression, vous avez le PANS, d'ailleurs on a donné une formation PANS ici il y a quelques semaines, et vous avez aussi, on a quantifié les hospitalisations et des fois même le temps après l'hospitalisation. Alors tout ça nous permet, alors ça je vais vous demander s'il vous plaît de retenir tous ces chiffres par cœur, parce qu'à la fin j'ai un quiz et je verrai ceux qui ont suivi. Enfin, ce que ça nous renseigne, vous voyez, ça nous renseigne sur le patient itinérant, le patient est-il un homme ou une femme, est-ce qu'il est blanc ou noir, c'est catégorisé comme ça, est-ce qu'il a des problèmes de sommeil, est-ce qu'il a eu des problèmes une histoire de consommation de drogue, est-ce qu'il est dans une région rurale, est-ce qu'il a un PANS positif avec un certain score, est-ce qu'il a été agité, est-ce qu'il est marié, ce qui n'est pas forcément lié. Et puis, est-ce qu'il a utilisé des antipsychotiques typiques, atypiques? Est-ce qu'il avait des hallucinations? Est-ce qu'il y a eu de l'agression? Et puis, est-ce qu'il y a un niveau d'éducation précis? Vous voyez, tout ça, c'est à partir des 80 000 patients qu'on a pu extraire les données sur le profil. Alors, j'ai résumé les conclusions de cette méta-analyse. Et voilà deux catégories qui sont importantes à connaître. Alors, les facteurs prédictifs du suicide, c'est être de sexe masculin. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez une jeune femme qui arrive au JAP, qu'elle n'est pas à risque, mais on sait que chez les hommes, ça va arriver plus vite. S'ils ont fait des tentatives de suicide auparavant, qui sont psychotiques, qui sont atteints de schizophrénie, c'est un facteur de risque, donc ça augmente le risque du suicide. Et puis s'ils sont en jeune âge et en début de maladie. Donc ça nous concerne d'emblée, par exemple, au JAP, lorsqu'on a justement à prendre en charge cette clientèle qui est jeune et qui est en début de sa maladie. Maintenant, les facteurs prédictifs de la tentative de suicide, donc c'est pas le suicide complété, c'est les tentatives de suicide également auparavant, c'est la consommation d'alcool, probablement par des phénomènes de désinhibition, les antécédents familiaux aussi qu'on arrive à répertorier, et là encore le jeune âge. Alors, vous voyez, on ne peut pas rester indifférent
surtout au CHUM, avec la clientèle avec laquelle on travaille, sur ces facteurs de risque-là. C'est intéressant de les avoir en mémoire, et puis que les infirmières, les intervenants, les psychiatres aient déjà ces petits indices-là pour déjà aborder cela avec les patients. Alors, on a fait une étude il y a récemment à Montréal avec des collaborateurs Jean Caron de McGill et la TELUC et puis à l'ICAM également, Yves Lecomte et puis Toussignan, sur justement, on a cherché à caractériser l'idéation suicidaire dans la schizophrénie. Là encore, si vous voulez l'article, je pourrais vous l'envoyer, j'ai des PDF, je pourrais vous envoyer par courriel. Et en particulier, on s'était basé sur les modèles des psychologues anglais, Birchwood, etc. Et en particulier sur la stigmatisation et la cognition et l'impact sur l'idée suicidaire. Alors, on a conduit ça sur une population de Montréal et on l'a publié. Alors, l'objectif de l'étude, c'était d'étudier les idées suicidaires des patients atteints du spectre schizophrénique. Donc, ça pouvait être également des troubles schizoaffectifs. Et on examinait également les interactions entre les idées suicidaires et puis les variables que les psychologues anglais, comme Birchwood, etc., appellent échec-emprisonnement. C'est-à-dire, quand vous êtes hospitalisé pour une psychose, il y a une partie de vous qui considère qu'il y a un échec quelque part, et il y a une partie de vous qui se retrouve des fois hospitalisé, des fois en garde dans l'établissement, puis il y a cette notion d'être emprisonné, avoir une liberté qui est restreinte, etc., et on a examiné tout ça. Puis on a mesuré leur relation avec des variables qui sont la perte, l'emprisonnement et l'humiliation, pour voir quels sont ces effets-là, si vous voulez, sur le moi de la personne et voir comment on peut travailler ça. Alors, c'est une étude qualitative, donc basée sur des interviews avec des verbatims, et puis à partir de là, on faisait une codification, etc. Puis on trouvait ce qu'on appelle du sémantique, c'est-à-dire un sens à ce qu'on avait recueilli dans le verbatim, et on reprenait des choses qui pouvaient coller avec l'humiliation, l'emprisonnement, la stigmatisation dans le discours des patients sur ce qu'ils nous disaient. Et ce qui était important, c'est qu'on pouvait le faire à l'hospitalisation, mais surtout on voulait le faire, comme je disais, dans les 3 semaines qui suivent l'hospitalisation, puis même 6 mois après. Alors, bon, il y a les aléas de la recherche, des fois c'était des dates qui pouvaient varier, mais c'était le but. Donc on a vu 30 patients avec cette étude qualitative. C'est une étude prospective, et puis les résultats ont été analysés par des régressions multiples, ça je ne rentre pas dans les détails. Là encore, je vous demande de retenir tous les chiffres, parce qu'il va y avoir un quiz à la fin. Mais c'est pour vous montrer qu'on a fait un PAN, c'est-à-dire qu'on a mesuré la psychopathologie, l'intensité du délire, l'intensité des hallucinations, l'intensité de la dépression. On a mesuré la dépression en tant que telle, l'estime de soi. Le RAVI, c'est une échelle que j'aime bien, c'est une échelle qui mesure les raisons de vivre. On ne l'utilise pas assez en recherche, mais c'est intéressant. C'est quoi la raison de vivre de quelqu'un? On a des échelles fabriquées là-dessus qui sont intéressantes et on peut quantifier les choses. La spiritualité, l'échelle de provision sociale, la stigmatisation, l'entrapment, la perte, l'humiliation, et puis bien sûr l'idéation suicidaire, on la mesurait. Puis on avait rajouté le STIX, qui est une échelle que je vais vous décrire tantôt, mais qui est une mesure cognitive également. Alors les résultats, c'est qu'il y avait 2 variables qui sortaient qui contribuaient à la variance des idéations suicidaires, donc qui les faisaient varier vers le haut, et qui était significatif aux 3 temps de mesure, et c'était vraiment la stigmatisation et les troubles cognitifs. Donc la stigmatisation, si un patient se fait hospitaliser pour une psychose, il n'est pas forcément dépressif au moment de sa psychose, mais au fond de lui, il va ressentir la stigmatisation. Ses copains vont plus le revoir de la même façon. Sa famille va pas le considérer de la même façon. Dépendamment de la culture, on va s'éloigner de lui, ou on va l'interpréter de façon toute croche, alors ça n'existait pas avant. Et toute cette stigmatisation qu'on connaît bien en psychiatrie, elle est très présente ici, et elle modifie l'idée suicidaire vers la hausse. Et pour les troubles cognitifs, je vais le détailler, mais c'est surtout la perception qu'a la personne qu'il est plus pareil qu'avant, qu'il a des troubles de concentration, qu'il a des troubles de mémoire.
ces fonctions exécutives, organiser une pizza, etc., c'est plus compliqué. Puis souvent, on objective ça avec des données objectives, on fait mais ce qui compte là, ce qu'on a mesuré, c'est la plainte subjective que notre cognition, elle est plus pareille qu'avant. C'est ça qui va contribuer au facteur qui va augmenter le risque suicidaire. Alors bien sûr, à travers le temps, la contribution individuelle varie, c'est-à-dire qu'un individu, il y en avait certains chez qui c'était plus visible que d'autres. Alors, les troubles cognitifs et la stigmatisation contribuent à l'apparition des idées suicidaires chez les patientes atteintes du spectre schizophrénique. C'était notre conclusion générale. Mais ce qu'on discutait également, c'est qu'on n'est pas, je veux dire, impuissant dans ça. Devant la stigmatisation, on peut travailler sur la stigmatisation. On peut travailler soit avec les familles, soit avec l'entourage, mais aussi au sein de notre société. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'une conférence, puis le programme qu'il y a cette semaine, c'est pour également essayer de déstigmatiser ce que c'est que le suicide. Mais on peut faire la même chose avec la psycho, etc. Et c'est pour ça que des fois, on monte à la radio ou à Radio-Canada ou dans les journaux, puis on défend le point de vue. Il y a en ce moment la santé mentale avec Belle Cause pour la cause, etc., pour déstigmatiser les choses. J'ai une collègue, Manon Charbonneau, là, qui est en affiche, mais qui passe aussi à la radio et à la télévision, qui elle-même a souffert d'une dépression. C'était pas forcément psychotique, mais elle veut contribuer à la déstigmatisation en témoignant elle-même de ce qu'elle a ressenti et de ce que sa famille pensait, etc. Et puis aussi, on peut tenir compte de la capacité cognitive de la personne. C'est-à-dire, et ça, le travail des ergothérapeutes, des intervenants est important, s'il y a une plainte cognitive, on doit l'adresser et travailler ça avec le patient et voir comment on peut améliorer en même temps l'objectivité des troubles cognitifs, mais en même temps la subjectivité des troubles cognitifs. Et c'est quelque chose qu'on peut travailler. C'est pour ça que je suis assez fervent aussi des techniques de remédiation cognitive où on retravaille, on remodule la cognition en fonction du handicap. Alors, l'échelle de l'évaluation des plaintes cognitives, alors j'en parle quelques minutes, c'est une échelle que j'ai créée il y a quelques années, puis j'étais assez fasciné. On objectivait des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles de mémoire, des troubles des fonctions exécutives, des troubles de concentration, des troubles de la planification, de la prise de conscience de la maladie, etc. Mais c'était des chiffres bruts avec des scores. Les neuropsychologues savent bien ça. On le fait en sciences cognitives. On va mesurer des scores. On va dire il y a une déficience, il n'y a pas de déficience, il y a un handicap là. Mais ce que ressent le patient de sa plainte cognitive, ça n'avait jamais été fait. Donc j'avais créé une échelle, et puis on confrontait les résultats de l'échelle subjective, c'est-à-dire de la plainte cognitive ou de l'insight cognitif, avec les données objectives de la cognition. Là, c'est pareil, si vous voulez le stick, je pourrais vous l'envoyer par courriel. Alors, je l'avais appelé Subjective Scale to Investigate Cognition Schizophrenia. La STIC, c'est un outil sensible, alors, développé au Québec. Actuellement, il est traduit en 8 langues, alors en coréen, en polonais, en espagnol, anglais, italien, arabe, etc. Et c'est une échelle qui est facile à administrer. On pose des questions assez simples. Il y a 21 items. Au départ, c'était la seule échelle francophone. Et puis, on évaluait de quoi se plaint le patient au niveau de sa cognition. Alors, pour vous montrer le type de questions, avez-vous de la difficulté à apprendre quelque chose, par exemple une liste d'objets achetés ou une liste de noms de personnes, ou avez-vous de la difficulté à vous souvenir du nom de vos médicaments? Et j'avais regroupé chaque question avec un domaine cognitif qu'on était capable de connaître en objectif. La mémoire de travail, la mémoire épisodique, la mémoire sémantique, la mémoire procédurale, les fonctions exécutives, et puis la concentration, l'alerte, l'attention soutenue, l'attention partagée et l'intention sélective, etc. Et chaque question pouvait correspondre à un des modules qu'on est capable d'objectiver. Mais le patient, c'était des questions simples. Avez-vous de la difficulté à accomplir des tâches ménagères ou du bricolage? Par exemple, vous oubliez comment faire la cuisine, vous oubliez les ingrédients. Ou avez-vous de la difficulté à vous souvenir du nom des personnes connues, comme par exemple le Premier ministre du Canada? Ou avez-vous de la difficulté à être en alerte ou à réagir suite à une situation imprévue, comme par exemple une alerte incendie ou une voiture qui passe soudainement lorsque vous traversez la rue? En fait, c'est des questions qui correspondent à la vie quotidienne, mais qui sont adaptées à un bon schéma qu'on a actuellement de la cognition humaine.
Et on l'a validé, donc c'était corrélé à des données objectives, etc. Puis ça met en marche ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire des fonctions métacognitives qui justement rendent compte de ce que c'est que la cognition, notre propre cognition. Et la plainte subjective du patient, elle est à ce niveau-là. Alors, éprouvez-vous de la difficulté à trouver vos mots, faire des phrases, comprendre le sens des mots, ou les prononcer, ou même nommer les objets, etc. Alors, cette façon dont un patient peut se plaindre de sa cognition, c'était un facteur qui comptait également dans l'aggravation des idées suicidaires. Donc c'est quelque chose qu'on doit adresser et dont on doit tenir compte à travers nos entretiens, etc. Et on peut passer les sticks, ça prend 7 minutes pour un patient à le faire, et ça nous donne un peu une idée de son insight cognitif qui peut contribuer à la sortie de son hospitalisation dans les mois qui suivent à l'émergence d'idées suicidaires. Alors, l'impact du suicide sur la famille, les professionnels et les étudiants. Je vais peu aborder ici l'impact sur la famille, d'abord parce que c'est évident, puis on a des exemples autour de nous ou à la télé des gens qui témoignent de l'impact qu'a eu le suicide de leur enfant sur leur vie, sur leur carrière, etc. Et puis c'est abordé pratiquement même à travers les autres conférences de cette semaine. Mais je vais plus avoir une réflexion, puis la partager avec vous, sur l'impact du suicide sur vous, les professionnels. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis également sur les étudiants. Pourquoi? Parce qu'au CHUM, on est un milieu de stage, on a des externes, on a des élèves infirmières, on a également des résidents. Et puis, ça peut arriver que nos étudiants vivent le suicide d'un patient qu'ils ont connu, dont ils se sont occupés. Et à mon avis, ça doit faire partie de la formation de l'infirmière, du résident, de l'intervenant. Donc, c'est pour dire l'importance de trouver des stratégies à l'intérieur de notre enseignement pour aborder ce sujet. Il y a bien des années, quelqu'un se suicidait, on n'en parlait pas, où il y avait de la honte, où on n'avait pas des dispositifs pour échanger ça. Mais c'est fondamental dans notre métier d'intervenant en santé mentale parce que vous ne serez pas épargné par ça. Alors, l'idée suicidaire, le comportement suicidaire et le suicide, on l'évalue, je vous dirais, presque quotidiennement. Alors, le patient qui a une psychose, pourquoi il a des idées suicidaires? Alors, c'est un peu prétentieux de dire que je vais vous dire pourquoi les patients sont... Non, mais il y a plusieurs facteurs. On les a vus, tous les facteurs de risque que j'ai énumérés à travers la méta-analyse. Puis il y a des choses qui nous paraissent également cliniquement significatives. Si un patient est halluciné, qu'il a des hallucinations auditives mandatoires, jette-toi devant le métro, traverse la rue, va te pendre, tu ne mérites pas de vivre, c'est des choses évidentes dans la psychose qui peuvent, à cause de l'hallucination mandatoire suicidaire, aboutir au suicide. Donc c'est du sens clinique commun, mais très particulier, très en présence de la psychose, qu'on ne va pas trouver par exemple dans un trouble anxieux ou dans un TOC, ou également même à la limite d'une dépression non psychotique. Des fois, c'est lié non plus à l'hallucination, mais au thème délirant. C'est-à-dire la notion « je dois me sacrifier ». Souvent, ça peut être religieux. Ou « je dois faire don de mon corps ». Ou « je dois devenir un martyr ». Et des fois, je suis tellement puissant que je suis immortel et que la mort ne compte pas. Moi, j'ai eu un patient, il y a quelques années, qui était super puissant. Il était devenu immortel. Et il conduisait, il avait pris la voiture de son oncle, puis il a foncé à toute vitesse dans une rue, puis c'était une rue où il y avait un mur au bout, et il s'est précipité en voiture assez vite dans le mur. Donc il a été hospitalisé, heureusement il n'avait pas de séquelles, mais je trouvais que c'était un patient qui était très, très inquiétant, parce que tant que son délire de surpuissance et puis d'immortalité était présent, lui, il checkait, et puis il est venu, et la première fois dans l'entretien, il me disait « vous voyez bien que je suis immortel, puisque je l'ai fait, que je suis encore là ».
Donc, des espèces d'intégration au délire qui rendaient la partie difficile. Il fallait vraiment qu'on ait un effet de l'antipsychotique sur cette baisse de croyance, mais lui avait dans sa vie vérifié qu'il avait raison d'être immortel. Ça devenait compliqué. Des patients comme ça, on s'en souvient encore, et, il est toujours vivant. Alors, bien sûr, un patient psychotique peut être dépressif, ça peut être une dépression psychotique, mais ça peut être, vous savez, la fameuse dépression post-psychotique. Ça peut être aussi un patient qui est intoxiqué, et ça, bon, je pense aussi mes collègues en toxicomanie le savent bien, mais des fois, nous, on le voit, prennent de l'alcool ou il y a une désinhibition. J'ai eu un patient il y a un mois qui est retourné en Tunisie, mais lui, son premier épisode psychotique, il était super puissant, grandiose, etc. Mais il a consommé, il avait dépassé les doses habituelles qu'il prenait de cannabis, et puis il s'est jeté du balcon en criant un terme, en disant qu'il n'était pas question qu'il meure, mais que c'était pour être martyr et qu'il n'y avait aucun problème là-dedans. Donc, quand il a été hospitalisé, c'est là qu'on a découvert qu'il avait une fracture du rachis, etc., dans ses antécédents. Et il a fallu vraiment le traiter, puis vraiment faire une hospitalisation serrée pour pas que ça recommence. Alors, d'autres choses que je décris, alors, des fois, quand j'en parle comme ça fait pas toujours politically correct, mais je vous le dis parce que vous êtes des cliniciens. Ce qu'il faut savoir, c'est l'inverse. Et puis ça devient difficile pour nous, en tant qu'intervenants, d'être capable d'avoir une bonne évaluation du risque suicidaire chez des patients pour qui l'idée suicidaire devient un argument ou pour obtenir des bénéfices secondaires, etc. Moi, j'ai le souvenir d'un patient, à ce moment-là, je travaillais à Louis H. Lafontaine, à l'Institut. Quand on était de garde à Louis H. Lafontaine, on dormait sur place, puis si un patient arrivait à 3 heures du matin, il fallait qu'on le voie. Puis lui, ça faisait, je pense, 2 fois que je le voyais sur ma garde à 3 heures du matin, puis il était devenu mon patient après. Je dis, mais alors, pourquoi tu as des idées suicidaires? Oui, mais ça va mieux, docteur Stipe et tout. Puis lui, il m'avait raconté que des fois, il sortait, parce qu'il habitait Pointe-aux-Trembles, des fois, il sortait dans le centre-ville de Montréal, puis il n'y avait pas de taxi, pas d'argent, alors il faisait le 911, puis il disait, j'ai des idées suicidaires, je pense à me tuer, etc. L'ambulance arrivait, les policiers bien intentionnés, mais oui, j'ai une maladie mentale, je suis suivi à Louis H. Lafontaine, alors il l'emmenait, puis lui, il arrivait dans l'Est, puis là, il arrivait à l'urgence, puis il me disait, oh, j'ai eu des idées suicidaires, mais c'est fini, docteur Stipe, bon, est-ce que je peux rentrer chez moi? Je suis à 5 minutes d'ici. Mais ce sont des histoires vraies. Mais il faut considérer que quand vous êtes clinicien et que vous avez évalué un trouble suicidaire, ça devient compliqué parce que les patients, comme tout être humain, ils sont rusés, ils sont parfois menteurs, et puis des fois ils utilisent des choses qu'on n'aimerait pas qu'ils utilisent, dont l'idée suicidaire. Vous savez sans doute également, puis là on le voit à l'urgence, que vous êtes de garde à l'urgence, puis un patient n'a pas de logement le soir, etc., eh ben, il téléphone ou il appelle, ou il rentre dans un magasin en disant qu'il a des idées suicidaires, il va être amené à l'urgence. Et moi, j'ai eu un patient une fois qui m'a raconté, il me dit, docteur Stipe, si vous voulez être hospitalisé, si vous ne savez pas où aller, vous dites que vous avez des idées suicidaires, puis là, ils vont vous hospitaliser. Alors, des fois, c'est utilisé, certains borderline le font, mais même des patients psychotiques aussi le font. Donc, vous voyez, quand je dis que ça ne fait pas politically correct, mais éthiquement, ça fait bizarre d'en parler, mais c'est non éthique qu'on n'aborde pas ces questions ensemble également, parce que ça peut être difficile d'évaluer quelqu'un qui a une idée suicidaire. Alors, le patient également, on en a parlé, mais c'est la stigmatisation, c'est le fait qu'il a l'impression qu'il a une étiquette, puis que de toute façon, la société a changé sa perception de lui-même et ça contribue à l'idée suicidaire et l'insight également. Alors voilà le côté du patient. Chez les psychiatres, alors je dis souvent, je ne connais pas un psychiatre qui n'ait pas eu un suicide dans sa carrière. Alors je ne dis pas ça pour ceux qui ont moins de 3 ans de carrière, là, mais j'ai rarement vu un psychiatre qui a déjà la bouteille, qui n'a pas connu un suicide dans sa vie. C'est pas donné à toutes les spécialités. Je pense pas que les dermatologues peuvent dire ça. Je pense pas que la chirurgien plastique du poignet peut dire ça. Nous, c'est sûr qu'on va avoir un suicide. C'est-à-dire que vous faites un métier où de toute façon, ça va vous arriver. Donc, il faut se préparer à ça. Ça fait partie du boulot, de la job, ça fait partie du métier. Mais il faut
prendre conscience qu'on est aussi fait pour ça, ça fait partie intégrante de notre compétence de pouvoir traverser à travers des événements comme ça, se parler, etc. Je ne me souviens pas d'une garde où je n'ai pas eu une évaluation d'idées suicidaires. J'ai jamais été de garde sans qu'un des patients que je vois pendant ma garde ait une idée suicidaire et que je doive évaluer ça. Il y a 1 mois et demi, j'étais de garde un samedi, j'ai eu 8 consultations envoyées par les Omnis. C'est 8 patients qui avaient des idées suicidaires ou comportements suicidaires. C'était 100% de mes patients. Un samedi, vous rentrez chez vous le samedi soir, votre journée, ça a été de parler et d'évaluer le suicide. Et ça finit par vous rentrer dedans. Et c'est pour ça que ça fait partie de notre formation, qu'on soit infirmière, psychiatre, de dire, bon, comment je gère tout ça? Est-ce que des fois j'ai envie d'en parler à un collègue? Est-ce que des fois tu pourrais pas voir ce patient, il m'a inquiété? C'est tout ça qui est très important en tant que professionnel pour mettre des dispositifs, pas des procédures, c'est fait administratif, mais un climat, une ambiance sereine par rapport à ça, parce que c'est naturel. Les conséquences, des fois on a justement à prendre des risques. Il y a bien des patients à qui on donne un congé qui a des idées suicidaires, même s'il est psychotique. Donc, il y a des prises de risques. On ne sait pas des fois quand était l'idée suicidaire, si c'est juste un bénéfice, si c'était lié à une hallucination. Donc souvent, on va le garder, mais des fois, on donne des congés. Mais c'est une évaluation du risque. Puis personne ne peut dire qu'on ait 14 PhD, à 100%, ce patient-là ne se suicidera pas et tout. Parce qu'il y a la notion d'imprévisible dans notre pratique, et c'est très important aussi de le considérer. Donc on ne peut jamais être tranquille et serein lorsqu'on donne un congé. On peut être rassuré, ou des fois plus inquiet, puis on va garder le patient, mais ça fait partie d'un processus. Moi, je dis souvent, au lieu d'être black and white, dire c'est ça ou c'est pas ça, on devrait avoir une éthique du risque, c'est-à-dire considérer que c'est comme dans un comité d'éthique interne, là, on prend des décisions éthiques, je dis pas morales, mais éthiques, en fonction, voilà ce que je pense, avec l'examen mental que j'ai, les facteurs que j'ai analysés, voilà ce qui serait la bonne décision. Mais vous ne serez jamais sûr à 100% du risque que vous avez pris. Sinon, ça ne s'appellerait plus un risque. Ce qui arrive également, c'est que ça change des fois vos décisions et vos pratiques de clinicien. Moi, j'ai bien des collègues, si un patient dit qu'il a des idées suicidaires, on le garde provisoire, on prend plus de risques. Quand un psychiatre, par exemple, a eu des plaintes ou des poursuites, je vous assure qu'après, il donne plus de congés. Là. Une idée suicidaire, allez, garde et tout, puis je suis content, je vais voir des collègues qui évaluent tout ça. Parce que ça peut modifier après, je veux dire, la compétence et l'aisance de pratiquer notre métier. Et ça, c'est très dommageable parce que ça arrive au fait qu'on a des pratiques, des fois, qui sont très protectrices, qui sont iatrogènes, parce que justement, on n'a plus une évaluation du risque. Et on ne prend plus ce risque et on devient idée suicidaire, garde en établissement, puis après, on a fait notre job. Mais ça manque de, je ne vais pas dire de saveur, mais ça manque justement de relations qu'on a avec le patient en disant, écoute, tu as peut-être ce risque aujourd'hui, est-ce que tu es accompagné, est-ce que tu vas vivre chez ta mère, est-ce que tu es tout seul, tout ça. C'est ça qu'on va prendre en compte avec le patient sur ce risque suicidaire. Donc les changements dans les décisions, puis on arrive à des modes de pratique qui sont administratifs, qui sont froides, qui sont bureaucratiques, très protectrices, un peu comme un assureur vous dirait vous n'avez plus le droit d'avoir un feu de foyer chez vous parce qu'on ne vous assure pas. Alors, plus de foyer. C'est des conduites actuarielles qui conditionnent un peu notre pratique et notre métier. Puis la crainte de la poursuite, et ça peut arriver pour n'importe quel suicide. Alors l'étudiant, d'abord, ne pas hésiter à dire qu'il y a un encadrement. Il ne va pas être tout seul, que ce soit un résident, etc. Et donner du réconfort, pas montrer qu'on est absent là-dessus. Il faut lui dire, écoute, je suis là, on va en parler. Ah non, je ne veux pas en parler. Si, on va en parler. Pas avec moi, mais je te trouve un collègue, mais on va en parler. Si c'est une infirmière, c'est pareil. Il faut en parler. Faut qu'il y ait un dialogue autour de ça. Il faut qu'on puisse donner un retour et qu'on ait du retour sur ce qu'on a ressenti, sur la connaissance qu'on avait du patient.
Et surtout, ça évite la culpabilisation. « Ah, j'aurais dû faire ça. » Non, on n'est pas là pour... Quand on prend des risques, on n'est pas là pour être coupable. On est là pour faire un travail de relation. Ça implique des choses dans notre organisation. Puis j'espère que dans l'organisation, vous avez des intervenants, du nursing, nous, des psychiatres, on a justement la facilité d'organiser un dialogue autour d'un suicide. Alors ça s'adresse aussi aux étudiants en médecine. J'ai eu des externes qui ont dû vivre des fois un suicide, que ce soit autour de leur garde, etc., autour des résidents en psychiatrie. Moi, j'avais souvent insisté quand j'étais directeur du département universitaire que tous les résidents, il y ait une bonne modalité pour qu'ils puissent, et puis que c'était pas comme une obligation, mais un peu comme ça fait partie intégrante de notre métier qu'on fasse ça. Donc, faire partie de ce que l'on apprend dans notre métier est fondamental, et le suicide en fait partie. Alors, pour finir, je vais juste évoquer c'est quoi les protections qu'on a. Alors là, en tant que société, on donne des responsabilités au monde soignant pour protéger les individus qui, dans la société, ont une psychose et des idées suicidaires. Alors, je vais vous redécrire ça, parce que vous le savez bien en général, mais pour aussi apporter un petit élément critique dedans. Alors, quand on a une idée suicidaire, ça peut susciter un danger, puis vous êtes un soignant, puis vous êtes dans un rôle de protection, avec une responsabilité, puis des lois qui appuient cette responsabilité. Alors, ça peut être le professionnel, ça peut être l'organisme, ça peut être le CHUM, ça peut être l'organisation d'urgence, etc. Alors, il y a eu la garde en établissement, qui est ancienne, il y a eu aussi la garde provisoire, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis mars 2018, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu, souvent c'était la cause Jean Talon contre un patient, puis le juge avait promulgué une garde en établissement, mais le patient n'avait pas été consentant à ce qu'il y ait une évaluation psychiatrique. Donc ça rebondit et en appel, l'hôpital a perdu et ça nous rend la vie beaucoup plus compliquée. Là, je suppose que les infirmières, enfin les intervenants et les psychiatres, on est au courant de ça. Mais il faut lire cet appel et cette loi. C'est un peu ce dont je veux vous faire part. Alors c'est basé sur l'inviolabilité, la souveraineté et la liberté de la personne constituent la règle dans notre système de droit et la garde dans l'établissement contre le gré d'une personne constitue une exception. C'est-à-dire qu'on a le droit de priver quelqu'un de liberté individuelle grâce à une garde dans l'établissement pour une raison santé mentale et un danger lié à cette maladie, en particulier la psychose. Alors, comme toute exception, celle-ci doit être interprétée de manière restrictive et rigoureuse. Alors, c'est là où ça se gâte, parce qu'ils nous restreignent et ils sont extrêmement rigoureux. Alors, la garde préventive, c'est une mesure légale permettant à tout médecin de mettre sous garde préventive et contre son gré une personne qui présente un danger grave et immédiat. Déjà, la notion de danger grave et immédiat, quand on voit les facteurs de risque, je trouve que ça aurait pu être déjà débattu, parce que ça peut être 3 semaines après quand ce suicide, il n'est pas immédiat pour elle-même ou pour autrui, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable du tribunal et sans qu'un examen psychiatrique ne soit effectué. C'est pour ça que nos urgentologues au CHUM font souvent des gardes provisoires, puis nous on a le temps de les évaluer avant, etc. Puis on peut les garder 72 heures. Alors vous connaissez tous le formulaire où on doit bien mettre en évidence justement le caractère d'une maladie mentale, psychose, donc perte du jugement, jugement altéré, déni psychotique, mais idée suicidaire, et il y a un danger de suicide. Alors, la garde préventive, lorsqu'un usager présente un danger grave et immédiat, il peut être admis sous garde préventive pour un maximum de 72 heures. Mais c'est là où ça se gâte, à moins d'avoir obtenu une ordonnance de garde entre-temps, après l'expiration de ce délai de 72 heures, les médecins sont tenus de libérer l'usager et ne peuvent prolonger de leur propre chef la garde préventive. Mais comme toute autre intervention en matière de soins de santé, l'évaluation psychiatrique nécessite le consentement de la personne qui doit s'y soumettre. C'est là-dessus qu'a été basée la cause dans Jean Talon. Puisqu'un consentement est essentiel à la tenue d'une évaluation psychiatrique, l'aptitude à consentir doit impérativement faire l'objet d'une vérification avant de soumettre l'usager à une évaluation psychiatrique. C'est là où je trouve que ça nous embarrasse, parce que par définition, un patient psychotique qu'on va évaluer pour une garde dans l'établissement,
on a oublié ce que c'était que la notion d'aliénation. L'aliénation, c'est en fait une partie qui est externe à nous, qui nous aliène de notre jugement habituel, etc. Les asides d'aliénés, c'était ça, c'était des gens qui avaient perdu le jugement, qui avaient une maladie mentale et qui étaient aliénés. Et on a créé en Europe les lois justement de protection du malade mental, les gardes en établissement, à cause de ça, parce qu'ils sont aliénés. On ne peut pas leur dire non, c'est correct. Ils sont aliénés, ils n'ont pas leur jugement. Puis là, on nous dit, mais si vous voulez et faire une garde en établissement, il faut que le patient soit consentant. Je ne sais pas si des juges ont passé 24 heures avec un psychotique, mais c'est compliqué. Non, c'est parce que je trouve que notre association des psychiatres du Québec aurait dû contrer l'appel, je ne sais pas les procédures, mais... Alors l'usager doit recevoir une information suffisante afin de pouvoir consentir de façon éclairée à son évaluation psychiatrique. Puis, à défaut de consentement ou en cas d'opposition, l'établissement doit présenter une demande de garde provisoire précisant la nature du danger que l'on cherche à prévenir et requérir l'autorisation du tribunal pour pouvoir soumettre l'usager à une évaluation psychiatrique contre son gré. Alors vous avez fait une garde préventive, maintenant il faut faire une garde provisoire pour nous permettre de faire la garde en établissement. Mais le patient là, qui est psychotique, qui est halluciné, puis qui est en danger parce qu'il a des idées suicidaires, ça fait 2 fois qu'il voit les gens lui parler de ses droits avec la garde préventive. Maintenant, il faut qu'il aille voir un juge pour une garde provisoire. Puis après, ça va être la garde en établissement qui va pouvoir contester. Moi, j'ai un patient, en 10 jours, ça faisait 4 fois qu'il allait au tribunal. Au lieu qu'on s'occupe et qu'on mette tout son investissement à le soigner, rentrer en relation... La seule chose qu'on fait, on lui donne des pamphlets, tes droits. Et je ne suis pas sûr que c'est du progrès au niveau de la prise en charge humaine des patients en psychiatrie. Et à mon avis, ça contribue à la stigmatisation. Alors je dis toujours, c'est pas fini. Là où les rapports produits au terme d'une évaluation psychiatrique doivent comporter la démonstration et non simplement l'affirmation du danger que présente l'usager. Bref, ils doivent être suffisamment détaillés pour permettre au juge de se convaincre du danger que représente l'usage et la nécessité de la garde demandée. Alors, ça, j'ai mis les textes légaux. Alors voilà la garde provisoire qu'on va demander avant la garde en établissement. Il faut détailler déjà les choses. Et puis la garde est autorisée, ou ça devient une garde en établissement, bien sûr, à la suite de 2 évaluations psychiatriques. Mais le juge ne peut autoriser la garde en établissement que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, avant, on avait des formulaires de garde en établissement où on mettait juste 4-5 lignes en disant que le patient est psychotique, il est délirant, il entend des voix qui lui disent de se tuer, etc. Maintenant, il faut faire la démonstration que ça, c'est dangereux. Il faut faire la démonstration que ça existe vraiment. Alors, on a des nouveaux formulaires où on augmente le nombre de lignes pour détailler plus, et puis avec justement des diagnostics, mais montrer en quoi... pour aider le juge dans son jugement. Sinon, la garde en établissement était plus simple avant. Alors voilà, toute l'ordonnance de traitement. Alors, il doit faire la preuve de l'inaptitude du patient et démontrer que les bienfaits du traitement sont supérieurs aux inconvénients. Ça, c'est pour l'ordonnance de traitement. Vous savez qu'un patient suicidaire qui refuse le traitement, qui est psychotique, on peut aller en ordonnance de traitement. Et à ce moment-là, c'est une autre démarche, mais qui consiste à démontrer le manque de jugement, l'inaptitude à comprendre et à consentir sur ce traitement, et que c'est lié à la psychose et qu'il y a un danger ou une non-amélioration en l'absence de ce traitement. Alors, on fait aussi des ordonnances de traitement. Alors, des fois, ça peut être aussi des demandes d'examen psychiatrique qui peuvent être formulées par la famille, etc. Donc, il faut qu'ils déposent la demande au greffe de la Cour. Alors, il faut être capable, nous, en tant qu'intervenants, conseiller la famille pour cette démarche-là, pour demander au tribunal une ordonnance pour une évaluation psychiatrique. Des fois, il faut les aider, les familles, parce qu'elles sont vraiment mal prises avec ça, puis elles se culpabilisent, etc. Donc, il faut vraiment leur simplifier la vie. Alors, voilà une requête pour ordonnance de garde en établissement qu'on va faire. Et puis, on va finir en 3 minutes sur les questions. Alors, qu'est-ce que le STIX? Alors, qu'est-ce que vous auriez choisi? Vous auriez choisi C? Oui, 100%. Les personnes schizophrènes sont combien de fois plus à risque de commettre un suicide? Oui, vous êtes bon. Quel est le pourcentage de personnes schizophrènes qui développent des idées suicidaires?
sais, oui. Dans les personnes qui ont déjà eu des idées suicidaires, quel est le pourcentage qui ont fait une tentative? Ça dépend des études, ça. Donc, selon les études, il y avait 25 ou 50%. Puis, quel est le pourcentage de personnes atteintes de schizophrénie qui meurent du suicide? C'est 5%, je l'avais dit. Puis, quelles sont les lois qui peuvent protéger un patient suicidaire? Toutes ces réponses sont bonnes, parce que ça altère plusieurs moments de la législation au Québec, dont le Code civil, etc., et les codes de procédure. Alors voilà les références, en particulier les dernières. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Stipp. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, éventuellement, on va la mettre en PDF et on va la rendre disponible là, via Oui. 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 Bonjour. Je tiens à vous remercier, M. Stipp et les personnes présents. J'ai perdu il y a 3 semaines mon petit cousin d'un suicide en Ukraine, donc voir des personnes travailler avec autant d'humilité et de sincérité sur la chose est très touchant et très rassérénant. Je travaille ici au centre de recherche du CHUM et ce que je me pose comme question, est-ce que l'isolement social augmenterait la perception de déclin cognitif? L'hypothèse que je fais, c'est que plus on est seul, peut-être plus il y a une certaine distorsion de la réalité. Donc j'aimerais savoir si vous avez vu des données allant dans ce sens-là, ou si vous avez l'intuition d'un lien entre l'isolement social et la perception de déclin cognitif. Oui, en fait, même dans la méta-analyse, l'isolement social, il était visible à travers d'autres variables, mais il y avait par exemple ne plus avoir de logement, il y avait deux ou trois items comme ça. Oui, l'isolement social, qui est souvent lié dans la schizophrénie, par exemple, aux symptômes négatifs également, la difficulté de bien communiquer, d'être capable d'avoir des relations sociales, c'est contributif également. Ouais. Donc on doit travailler là-dessus, mais je dirais, c'est pas propre à l'idée suicidaire, là c'est propre à toute la psychose où on doit travailler sur la mise en relation. Il y a d'autres questions? Moi, j'ai juste un commentaire. Je vais aller lire l'étude que vous avez faite qui démontre que la stigmatisation et les troubles cognitifs là, chez les gens sont des facteurs, en fait, là, chez les gens atteints de problématiques psychotiques ou de troubles schizophréniques en lien avec les idées suicidaires qui vont être des facteurs suicidaires parce que quand on donne la formation aux infirmières, ce qu'on dit aux infirmières, c'est d'essayer, pas d'essayer, mais d'aller voir la perception que les personnes ont de leur situation dans l'ensemble. Puis je trouve que ça vient toucher ces éléments-là. C'est quoi la perception que la personne a de comment on la regarde ou de la stigmatisation ou de la perception qu'elle a de ses problématiques cognitives liées à sa maladie. C'est des éléments qu'on leur demande d'aller évaluer là, en tant qu'infirmière en prévention du suicide. Merci, Dr. Stipp. Merci. Merci d'être venu. C'est un beau cadeau.